Bien, eh bien, allons-y. Donc, bonsoir à tous. Ce soir, nous accueillons Stéphanie Hennette-Vaucher, professeure de droit public à Paris-Nanterre et experte des droits fondamentaux. Et Denis Salas, magistrat, président de l'Association française pour l'histoire de la justice, mais Guy Orange fera des présentations plus complètes tout à l'heure. Alors, nous allons parler ce soir, ils vont parler, discuter avec nous de la question des libertés publiques, de la démocratie en temps de pandémie et en temps d'incertitude. Alors, ce débat s'inscrit dans un cycle de débats autour de la Covid-19. Le précédent, le 14 avril, était précisément autour de l'incertitude avec le professeur Philippe Juvin et Bernard Perret. Et un autre débat aura lieu en juin, protestants et catholiques face au Covid, avec Jean-Louis Schlegel et Anne-Laure Danet, pasteur responsable des relations avec les églises chrétiennes au sein de la Fédération protestante de France. Donc, c'est un moment dans un cycle de 3 débats, donc autour des libertés publiques, de la démocratie, en temps de pandémie. Alors évidemment, il y aura un constat sur les conséquences de la pandémie sur nos libertés. Le débat se prolongera en questionnant un certain nombre de mesures, celles qui s'imposaient, d'autres peut-être moins. Et puis, il y a une question qui me tient beaucoup à cœur et j'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre. C'est la question des libertés en sortie de crise. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'habitudes, de règles qui sont installées, dont la légalité a été rarement contestée en tous les cas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est du côté des forces de l'ordre, des autorités en général, le poids qu'aura les habitudes prises pendant ces temps de pandémie. Je donne immédiatement la main à Guy Orange, qui va animer ce débat. Le temps que je le retrouve et que je lui donne la main, mais ça devrait aller vite. Voilà, Guy Orange. Et je le nomme animateur, c'est lui le chef maintenant. À toi, Guy. Eh bien, merci, très heureux de cette responsabilité, mais encore plus heureux surtout de vous rencontrer les unes et les autres. Vos expériences variées, pour certains ou certaines, votre fidélité en confrontation, pour d'autres peut-être la nouveauté d'être en tout cas, pour nous, à confrontation, c'est très important justement de mettre Moi, je ne peux pas me connecter. Hein. Voilà, si chacun peut bien fermer son micro. Viens, assis-toi. Oui, je répète, mais là, je vais reprendre la main pour éteindre tous les micros. Voilà. Tu as fermé le micro? Oui, j'ai fermé le micro. Pourquoi tu ne te mets pas en plein écran? Qu'est-ce que c'est ça? Non, tu as fait la barre en bas. Bon. Non, mais je vous demande d'éteindre vos micros, ça c'est la première chose, et ensuite je vais trouver le moyen de les couper. Et vous aurez la parole tout à l'heure. À toi, voilà, Guy. donc je poursuis. Merci de votre fidélité ou merci d'être à ce rendez-vous de confrontation à chacune et à chacun. Donc aujourd'hui, comme nous l'a dit François Hernandez, nous allons nous arrêter sur le droit. Pardon, je crois que j'avais oublié. Oui, Ça marche mieux avec le micro, effectivement. Voilà, vas-y. Nous allons aujourd'hui nous arrêter sur la question du droit. Alors, en temps de pandémie, peut-être plus largement en temps d'incertitude, et François ouvrait tout à l'heure sur l'avenir, je pense que l'incertitude que crée cette pandémie ne va pas disparaître si celle-ci disparaissait. Et donc, c'est l'incertitude en temps de pandémie, mais sur fond de cette tension inévitable entre sécurité, incertitude, dans le cas précis, entre santé et liberté. Et on voit bien qu'il y a là des tensions. Alors, je crois qu'il est important de reconnaître, quand on aborde
le rôle du droit que ce n'est pas la pandémie qui a créé l'incertitude, mais elle l'a sans doute renforcée. Et il va falloir voir comment cette problématique éternelle entre liberté et sécurité, et des lois ont porté ce nom à d'autres périodes de l'histoire française, comment cette tension a été vécue, est encore vécue, il faut parler au présent. Tension entre l'organisation des pouvoirs publics d'une manière générale, tension entre ordre juridique et exigence économique, parce qu'on a vu beaucoup s'introduire l'économie pour justifier, au contraire, pour critiquer telle ou telle mesure d'ordre juridique, mais c'était bien au nom de l'économie, soit qu'on les prenait, soit qu'on les critiquait. Et puis, une autre tension qui ne peut pas ne pas nous intéresser, qui est celle de la démocratie mise en péril ou au contraire sauvée, défendue par telle mesure juridique, par telle décision. La participation citoyenne également, dont la démocratie ne peut pas se priver. Donc on voit qu'il y a là un certain nombre de tensions que nous allons mettre en valeur à l'occasion de ce drame, de cette pandémie, mais qui, me semble-t-il, intéresse plus largement notre société. Et puis, je voudrais terminer en disant que, heureusement, nous avons avec nous deux éminents spécialistes que je vais présenter à nouveau dans quelques secondes, mais que personne n'oublie le rôle de chacun et de chacune, le rôle du citoyen pour gérer cette tension entre cette incertitude créée par la pandémie, les mesures juridiques qui sont prises, aussi bien vis-à-vis des libertés publiques que de la démocratie en général. Le rôle de chacun est déterminant. Rôle des citoyens, ça s'appelle le civisme, et le droit a quelque chose à voir avec ce civisme. Le rôle des autorités politiques, ça s'appelle l'agir en politique. Le rôle de ceux et celles qui sont plus spécialement responsables de ce cadre juridique, que ce soit le domaine du judiciaire plus précisément, le domaine du juridique en général, le rôle de la société civile qui ne peut pas ne pas jouer son rôle de soit lanceur d'alerte, soit de contrôleur, soit d'observateur. Et on voit que ces tensions ont besoin de tous ces partenaires. Et puis peut-être qu'on voit dans cette tension posée par incertitude et le droit face à cette incertitude, une tension également entre souveraineté nationale et réalité de l'interdépendance. Car les souverains ou le souverain que le peuple français veut être, et il a raison de le souhaiter, ne peut pas faire comme s'il ne s'inscrivait pas dans une interdépendance plus large et qu'il maîtrise moins bien. Voilà, donc notre débat, nous l'avons plutôt, on aurait pu choisir deux exposés juxtaposés, j'ai préféré, mais chacun de nos intervenants adaptera comme il le souhaite, peut-être partir de trois temps. Un premier temps qui serait peut-être plus un temps d'observation. En quoi le droit, en quoi les mesures dites juridiques, vous les avez vues apparaître dans ce temps de la pandémie et de l'incertitude qu'elle crée. Donc avant de juger si c'est bon, si c'est mal, si on est d'accord, si c'est dangereux, si c'est pas dangereux, peut-être de voir la place qu'a pris le droit. De même que dans le premier débat, nous avons vu la place qu'a pris la science et la défense des équilibres écologiques dans la situation actuelle, peut-être dans un premier temps la place que le droit a pu prendre. Et puis dans un deuxième temps, en prenant une ou deux mesures, parce que hélas, je ne vous accorderai que 7 ou 8 minutes à chaque fois pour me répondre, vous me le pardonnerez, eh bien, à partir de telle ou telle mesure, de dire, ben voilà, ça c'était tout à fait bénéfique, c'était absolument indispensable, ou au contraire, attention, c'est peut-être indispensable, mais ça peut aussi poser d'autres problèmes. Et nous rejoindrons l'interrogation que François Hermann posait tout à fait en terminant son accueil. Et alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Qu'est-ce qu'on peut recommander pour demain? Non pas le temps d'après, j'aime pas beaucoup cette expression, car nous sommes toujours dans le temps d'après, me semble-t-il. En tout cas, nous sommes toujours appelés à essayer d'y penser. Voilà, donc première autour de Stéphanie et donc Annette Vauchez. Merci
à vous de prendre ce temps du partage, de nous partager vos connaissances. Comme cela a été annoncé, vous êtes, je lis mes petites notes, pardon, professeur de droit public à l'Université de Paris-Nanterre. Vous dirigez le Centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux, le CREDOF, et vos travaux ont porté, entre autres, sur les états d'urgence. En 2018, c'était ce qui reste ou restera toujours de l'urgence, c'est important de retenir cela. Et en 2022 est annoncé, nous l'attendons, donc un essai sur l'état d'urgence permanente. Voilà qui nous aidera peut-être sur la troisième partie de notre rencontre. Denis Salas, vous êtes magistrat. Merci à vous aussi de prendre le temps de nous rejoindre malgré vos responsabilités, vos activités. Directeur de la revue des cahiers de la justice, président de l'Association française pour l'histoire de la justice, et vous avez écrit de nombreux ouvrages, participé à de nombreuses études. J'ai noté le procès politique à la documentation française en 2017, 100 mots de la justice dans un que sais-je 2018, réédition en 2018, et puis La foule innocente chez DDB en 2018 également. Voilà, une courte présentation avant bien sûr le temps des questions. Donc peut-être Stéphanie, puis ensuite Denis, ce qui vous a frappé finalement, est-ce que la pandémie a vraiment bousculé l'ordre juridique? C'est un espèce peut-être d'observatoire des libertés en temps de confinement qu'on pourrait essayer de poser. Non, et puis peut-être à vous tout spécialement cette tension entre état d'urgence juridique, vous en connaissez quelque chose, et état d'urgence sanitaire. Est-ce qu'il y a là quelque chose qui peut nous intéresser, non seulement pour l'aujourd'hui et pour le demain, mais d'une manière plus générale? Voilà. Stéphanie, si vous voulez bien, sur cette première piste, une espèce de mise en avant du paysage juridique. Qu'est-ce que ça veut dire, DH? Dans ce temps particulier. À vous. Très bien, merci beaucoup. Merci d'abord à tous. D majuscule, H majuscule, A. Lumière n'a plus rien. Désactiver le son. Non, je ne veux pas désactiver le son. Alors, donc, comment je fais? Merci de votre accueil. Je suis très heureuse d'être là et de la perspective de pouvoir échanger avec vous. Je suis heureuse aussi d'avoir le micro partagé avec Denis Salas. Il est possible que la dernière fois que nous nous soyons vus, c'était déjà pour parler d'un état d'urgence, un autre, mais bel et bien un état d'urgence. Alors, sur cette première question de l'importance du droit dans la réponse à la crise pandémique, je ne peux évidemment qu'abonder dans le sens de la question. C'est un rôle très important qu'a joué le droit, pour la bonne et simple raison que très vite, dans la gestion de la crise pandémique, le gouvernement a fait un choix qui est à mon sens un choix très important, qui mérite vraiment réflexion et commentaire, qui est de recourir à un format juridique particulier, l'état d'urgence sanitaire, qui a été créé presque tout de suite, en quelques jours, entre le 18 et le 23 mars 2020. Alors, pourquoi est-ce que c'est important que le gouvernement ait fait le choix d'un état d'urgence sanitaire? C'est quoi un état d'urgence? C'est un cadre juridique, un cadre législatif, en l'occurrence spécial, qu'est-ce que c'est ça? Qui pose qui a deux qualités principales. Excusez-moi, je suis un peu perturbée par les bruits. La première caractéristique de l'état d'urgence en général, c'est d'augmenter les pouvoirs du gouvernement. L'idée, c'est de raccourcir d'une certaine manière la chaîne de décision et donc de concentrer beaucoup de pouvoirs dans les mains de l'exécutif. Et la deuxième caractéristique, c'est de permettre corrélativement des restrictions aux droits et libertés qui, en temps normal, ne seraient pas acceptables, soit dans leur étendue, soit dans leur… moi, je vais aller chercher Claire. Alors, évidemment, ce qui interroge en tout premier lieu dans cette réponse… d'Isabelle, affiché.
Peux-tu éteindre ton micro? Merci d'avance. C'est le petit bouton en bas à gauche de l'écran. On va peut-être attendre que le micro soit éteint. Oui, je préférerais. Oui, merci d'avance. C'est le petit bouton en bas à gauche de l'écran. Ça doit être ça. Ben voilà, c'est réussi. Parfait. Bravo. Merci beaucoup. Donc, une des raisons pour lesquelles ce choix premier donc, de répondre par la création d'un état d'urgence tout nouveau, ajusté à la situation pandémique, ça interroge pour plusieurs raisons. D'abord, la première chose qui est très importante, c'est que ce nouvel état d'urgence, qui dure donc depuis mars 2020, nous amène à nous interroger sur le point de savoir si en fait l'état d'urgence, comme format juridique et politique, n'est pas en passe de devenir le mode normal de gouvernement. J'ai fait un petit calcul, depuis novembre 2015, donc depuis les attentats du Bataclan et du Stade de France, 68 mois se sont écoulés, et sur ces 68 mois, nous en avons passé 40 sous état d'urgence. Or, un état d'urgence, comme je le disais, ce n'est pas du tout le régime juridique normal d'une démocratie libérale, c'est un état d'exception. Et de ce point de vue, la banalisation, l'ancrage dans la durée et le recours répété un peu à la manière d'un réflexe de gouvernement à des états d'urgence face à des menaces de type terroriste hier, pandémique aujourd'hui, à mon sens, doit vraiment être pris au sérieux parce que ça soulève véritablement toute une série de questions. Alors, une question théorique, conceptuelle, mais qui plonge vraiment au cœur du pacte politique en premier lieu, c'est que cette multiplication, cette banalisation des états d'urgence produit un brouillage inédit et à mon sens très problématique entre la norme et l'exception. C'est-à-dire que quand on passe 40 mois sur 68 sous état d'urgence, en fait, ça devient très difficile de dire que ça demeure un état d'exception. Parce qu'on voit bien, dans le sens intuitif du terme exceptionnel, en fait, un régime juridique qui s'impose plus de la moitié du temps, ce n'est pas exactement un régime juridique exceptionnel. Et ce brouillage de la norme et de l'exception, c'est non seulement cet élément un peu chronologique ou temporel, mais c'est aussi le fait qu'en réalité, un état d'urgence, comme ça donne véritablement les coups des franches au gouvernement, ce qu'on observe, c'est que, et c'est vrai en France, mais c'est vrai dans d'autres pays, c'est qu'en fait, c'est très difficile pour un pouvoir en place de lever un état d'urgence. Et en réalité, un état d'urgence n'est jamais vraiment complètement levé. Alors, je donnerai 2 exemples rapides. On avait déjà eu donc un état d'urgence antiterroriste entre novembre 2015 et novembre 2017, qui avait duré presque 2 ans. Et en dépit du fait que, en l'occurrence, une élection présidentielle qui était intervenue entre-temps a été remportée par un candidat qui avait écrit dans ses documents de campagne, dans ses ouvrages de campagne, que la France avait tout ce qu'il fallait en termes de législation antiterroriste pour faire face à cette menace, qui d'ailleurs n'a plus rien d'exceptionnel, qui est tout à fait endémique pour le coup. Il n'en reste pas moins. Donc, il s'était engagé, Emmanuel Macron, à mettre fin à l'état d'urgence. Il a été élu au printemps de 2017, comme vous vous en souvenez. Et en réalité, l'état d'urgence n'a été levé que le 1er novembre 2017, après une ultime prorogation quelques mois après son élection. Et surtout, il n'a été levé qu'à l'issue de quelque chose que j'appelle, alors dans une formule peut-être un peu brutale, mais que j'appelle un tour de passe-passe, qui est le vote d'une nouvelle loi de lutte contre le terrorisme qui s'appelle la loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, la loi SILT, dont l'objet est de rendre permanent, c'est-à-dire de transposer dans le droit commun, 4 des mesures phares de l'état d'urgence qui avaient été en vigueur de 2015 à 2017. On pourra rentrer dans les détails, c'est les assignations à domicile, la fermeture administrative des lieux de culte, les mesures individuelles de contrôle, les perquisitions administratives, etc. Donc, on voit bien qu'en réalité, formellement, l'état d'urgence au sens de l'application de la loi qui le fonde a pris fin le 1er novembre 2017, mais en réalité, la veille, paraissait au journal officiel un texte qui normalisait les pouvoirs d'urgence. Et en réalité, c'est exactement la même chose qui est en train de se produire aujourd'hui avec la crise sanitaire, avec l'état d'urgence sanitaire, puisque l'état d'urgence sanitaire plein et entier, donc avec le maximum de pouvoir pour le gouvernement, a été en vigueur dans un premier temps du 23 mars 2020 au 10 juillet 2020,
Même chose, une loi du 9 juillet, donc la veille, qui était une loi qui s'intitulait loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, enfin un titre un peu alambiqué, mais qui avait le mot sortie dans son titre, était là encore un peu une sorte de tour de passe-passe, puisqu'en réalité, de sortie, il n'était pas vraiment question. La plupart des pouvoirs exorbitants du droit commun dont jouit le Premier ministre, le ministre de la Santé et les préfets sous l'état d'urgence sanitaire étaient maintenus. D'ailleurs, on voit bien que on a continué de vivre toute une série de restrictions, alors peut-être plus le confinement généralisé de la population, mais toutes sortes de mesures de fermeture de commerce, de fermeture de lieux de culte, de couvre-feu, etc. Et entre-temps, on a eu à nouveau un état d'urgence plein et entier à partir d'octobre 2020. Et ces jours-ci, le Parlement est en train d'adopter une deuxième loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire qui repose toujours sur cette même mécanique. On l'appelle maintenant, je vois dans la presse, un régime transitoire, mais vous voyez bien que c'est une appellation qui illustre cette idée de brouillage des catégories, de la distinction entre la norme et l'exception, parce que, en fait, maintenant, d'une certaine manière, on n'a plus l'état d'urgence et puis l'état de droit normal. On a une sorte de tiers-état, cet état transitoire, tiers-état entre l'état de droit et l'état d'urgence, et qui continue en fait d'être marqué par une très forte concentration du pouvoir dans les mains de l'exécutif d'une part, et par un régime très restrictif pour les libertés d'autre part. Donc ça, c'est juste un premier élément de réponse sur cette forme juridique, sur l'importance du droit, et je m'arrête là pour laisser la parole déjà là-dessus à Denis. Voilà, ben je crois que Stéphanie Denis vous donne la parole. Je vous la propose très volontiers, là encore en prenant un aspect qui vous semble frappant dans cette relation droit, règles juridiques, etc., et la situation pandémie, incertitude que nous vivons encore aujourd'hui, un ou deux aspects. Et puis après, nous passerons dans une deuxième étape peut-être à décortiquer telle ou telle option, tel ou tel jugement qu'on peut avoir. Denis Salas, à vous. Le micro, s'il vous plaît, le micro. Voilà, vous m'entendez? Parfait. Merci de me donner la parole. Bon, pour moi, d'abord, je dois dire que le droit, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui repose uniquement sur des textes ou sur telle ou telle disposition législative ou réglementaire. Le droit, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une société, dans des contextes de crise, en l'occurrence, et dans une histoire aussi, telle que nous la vivons. Et en l'occurrence, le fléau, la Covid, que nous avons traversé, que nous continuons à traverser, ça appartient à l'histoire longue de l'humanité. Et je pense que nous avons connu dans le passé les grandes pestes. J'ai relu pendant le confinement le grand texte de Daniel Defoe sur la peste à Londres en 1665, qui est une véritable observation clinique du fonctionnement d'une ville en proie à la peste et au débat institutionnel que cela peut occasionner. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est à quel point le socle biologique de notre existence est frappé directement et ébranle en quelque sorte tout l'édifice politique, législatif, qui va se mettre en situation de crise, d'incertitude, d'ébranlement dans ses fondements, dans son fondement eux-mêmes, comme si on vivait au fond l'entrée dans un temps autre. Alors le temps de la crise, qui est aussi le temps de l'urgence et qui met en déroute notre mode de vie habituel. Et c'est vrai qu'on est quand même très frappé de voir à quel point nous avons renoncé très vite, très très vite, à la plupart de nos libertés en pratiquement quelques jours, comme nous l'avons tous remarqué. Alors, l'autre chose qui me frappe beaucoup, mais j'avais déjà observé dans le premier état d'urgence relatif au terrorisme, c'est l'irruption de la peur dans les sociétés démocratiques en particulier. On parle beaucoup de la vie nue
mais c'est aussi la mort nue, la mort au sens biologique du terme, vis-à-vis de laquelle nous avons été confrontés. Et on a touché du doigt notre condition mortelle et la finitude vraiment très, très, très directement, avec, dans un contexte effectivement d'un discours présidentiel. Je reviendrai sur le discours présidentiel tout à l'heure, dans un discours présidentiel qui a très vite affirmé nous sommes en guerre, enfin, le discours de la guerre qui est revenu sur le tapis. Alors, le point, dans ce contexte-là, non pas de terreur, mais de peur, et de entrer dans un temps autre, l'État, alors c'est plus l'au-delà, le ciel, la tradition, comme l'évoquent les personnages de Camus dans La Peste, c'est l'État État régalien, qui s'est en quelque sorte remis en scène dans tous ces domaines, social, le chômage partiel, médical, évidemment les hôpitaux, administratifs, la bureaucratie d'attestation, et évidemment pénal, avec les amendes et les peines en cas de récidive. Et ce qu'on remarque, si vous voulez, et là je touche la question centrale pour moi, c'est au fond une rupture du contrat social. C'est-à-dire que nous déléguons dans les fictions contractualistes de Hobbes ou de Rousseau, nous déléguons au pouvoir souverain, à la souveraineté, des prérogatives de gestion de la collectivité en renonçant nous-mêmes à l'exercice de ces prérogatives. Et nous nous assurons, par des règles, que l'exercice de ce pouvoir convient au bien commun de la collectivité. C'est cette articulation-là entre le pouvoir délégué et le pouvoir contrôlé qui me semble avoir été très sérieusement mise à mal pendant la gestion de cette pandémie. Là, je voudrais faire une distinction quand même. On a beaucoup parlé de l'état d'exception au sens où l'entendent un philosophe italien, Giorgio Agamben, qui a repris l'expression chez le philosophe allemand nazi Carl Schmitt. Il faut bien, j'ai relu de plus près Agamben, parce que vous savez que Agamben a publié un papier dans un quotidien italien qui était traduit dans Le Monde, qui tendait à dire que nous vivons depuis le régime nazi en intégrant la réponse italienne au terrorisme sous le mode de l'état d'exception, jusqu'à la pandémie que nous vivons actuellement, nous vivons dans un état d'exception continuel, dont nous ne pouvons pas échapper, compte tenu de ce contexte radical dans lequel il expose cette thèse-là. Donc l'état d'exception continuel, permanent, radicalement posé comme tel, comme étant de l'essence de la démocratie par Agamben, c'est une chose. Je crois qu'il y a la place pour une autre approche de l'état d'exception sous la forme de notre état d'urgence. C'est beaucoup plus, à mon avis, ce que je viens de dire tout à l'heure, une mise en tension au sein de la démocratie des pouvoirs et des contre-pouvoirs qui nous imposent, qui imposent à nous-mêmes comme citoyens et aux gouvernants à différents échelles de responsabilité, de dialectiser ces pouvoirs et ces contre-pouvoirs pour faire vivre la démocratie. Et là, un mot quand même sur le régime politique dans lequel nous vivons. On ne peut pas dire vraiment que la Ve République soit très bien outillée pour ce genre d'exercice. Cette dialectique des pouvoirs et des contre-pouvoirs. On a vu avec maestria, certes, à quel point le président de la République s'est mis en scène dans cet exercice de pouvoir, tantôt comme chef de guerre, tantôt comme maître des horloges, d'entrée, de sortie du confinement, tantôt comme médecin prescripteur, aérer vos pièces le matin, ou encore comme oracle des horizons d'attente.
de sortie du confinement. Donc, cette mise en scène, si vous voulez, de l'exécutif comme seul acteur décisionnel de la gestion de la pandémie me semble là être tout à fait significative d'une position, d'une attitude presque socio-anthropologique de la Ve République, qui est un État qui n'est pas fondamentalement libéral, qui ne comporte pas de pouvoir judiciaire, qui ne comporte pas non plus de cour constitutionnelle, et donc, comme vous le savez, le fait majoritaire est particulièrement soumis à la suprématie de l'exécutif. Tout ça étant fondé sur la loi de 55 et de l'état d'urgence, qui était essentiellement construite par rapport à la gestion du gouvernement de l'époque pendant la guerre d'Algérie. Donc, cette autorité indivisible de l'État, telle qu'elle est inscrite dans nos institutions et telle qu'elle est mise en scène par le président de la République, cette souveraineté en quelque sorte en extase, pourrait-on dire, eh bien, c'est vraiment là le spectacle que nous donne la gestion politique de la pandémie, avant même d'évoquer les déclinaisons juridiques. Donc, voilà un peu le premier, je ne sais pas si j'ai épuisé mon temps de parole, mais voilà une première réflexion, si vous voulez, très générale, mais je crois qu'il faut avoir un point de vue général pour entrer ensuite dans les dossiers, pour évoquer le point que vous souhaitez, Guy Orange, que j'évoque. Merci. Vous avez et l'un et l'autre tout à fait utilisé votre temps trop court, pardonnez-le-moi, mais je crois que c'était important de situer effectivement les enjeux, même si maintenant, peut-être dans un deuxième temps, l'une et l'autre, vous pouvez, à partir d'un ou deux exemples ou points plus particuliers, l'apporter un jugement. C'est-à-dire, on a déjà commencé en parlant de brouillage, on a déjà commencé en s'interrogeant sur le type de souveraineté, justement, qui s'est manifesté ou qui s'est révélé ou qui s'est consolidé à travers cette crise et cette pandémie. Je pense que maintenant, nous pourrions, et peut-être que ça va renforcer nos incertitudes, voire nos inquiétudes, mais ne pas hésiter à, et si je demande à l'une et à l'autre de chacun de vous deux, c'est aussi pour chacun de nous, comme citoyens, d'être capable d'exercer sa capacité de réflexion, d'analyse, c'était le premier temps, et puis maintenant un peu de jugement, d'appréciation. Parce qu'il nous faudra dans un troisième temps dire, bon, alors c'est très bien tout ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ce temps d'après? Alors, peut-être, Stéphanie, si vous voulez bien, sur ce deuxième point, est-ce qu'il y a telle ou telle mesure, que ce soit au singulier ou au pluriel, mais là encore, je n'étais pas beaucoup plus généreux dans le temps accordé, tel ou tel point sur lequel vous voudriez vraiment attirer notre attention pour démonter un peu ces mécanismes à partir de ce fond de tableau que vous avez et l'une et l'autre tracé. Et je vous en remercie. Stéphanie, à vous. Merci. Alors, c'est une question vraiment très difficile parce que il est impossible de dénombrer les mesures qui ont été prises pour faire face à la pandémie. Il est très difficile d'en isoler 1, 2, 5, 10 qui seraient, sur lesquelles il y aurait des choses particulièrement intéressantes à dire du point de vue des libertés et du point de vue de savoir si elles étaient raisonnablement nécessaires. Évidemment, la mesure la plus spectaculaire, c'est le confinement massif et généralisé de 68 millions de personnes. Difficile de dire que ce n'est pas une mesure extrême, difficile de dire que ce n'est pas une mesure archaïque, hein, puisque en réalité, c'est vraiment un type de mesure, un type de gestion de crise sanitaire qui renvoie à des modèles extrêmement anciens et dont on aurait pu penser que l'avènement de paradigmes nouveaux a commencé tout simplement par celui de la santé publique avait été un peu modernisé et qu'on n'aurait plus recours à ce type de mesures hein, qui renvoient, je sais pas, aux léproseries, etc. Donc, est-ce que pour autant cette mesure était totalement injustifiée? Enfin, je trouve que c'est très difficile à dire. Je pense qu'on peut faire l'argument que pendant les quelques semaines probablement nécessaires
pour toute structure étatique, pour tout gouvernement, pour comprendre un petit peu les premières données sanitaires, pour comprendre un peu ce que c'est que ce virus, pour comprendre comment il circule, etc. Peut-être était-il tout à fait proportionné de devoir recourir à ce type de mesures pendant quelques semaines. Moi, ce qui m'inquiète en qualité de juriste qui regarde un petit peu l'évolution du droit des libertés, c'est encore une fois l'ancrage dans la durée, c'est-à-dire qu'il me semble que face à une situation de sidération qui peut résulter d'une attaque terroriste, d'une épidémie qui surgit de cette manière, on peut accepter des formes inédites de gouvernement, mais qu'un an, 18 mois plus tard, la donne n'est plus du tout la même. Et comprendre la permanence de mesures de confinement ou de mesures qui sont en fait des confinements partiels, hein, que sont le régime de couvre-feu sous lesquels nous vivons depuis des mois et des mois maintenant, ça devient beaucoup plus difficile. Une autre chose que je voudrais dire sur cette question générale, hein, sur la mesure dans laquelle les atteintes aux libertés étaient nécessaires ou proportionnées, c'est attirer l'attention sur, et ça rebondit un petit peu sur ce que disait Denis Salas sur la tension entre délégation de pouvoir et contrôle de pouvoir. Là, je pense qu'en effet, le constat qu'on peut faire sur un peu plus d'un an d'état d'urgence sanitaire maintenant est tout de même assez négatif. Parce que, d'abord, ce à quoi on a assisté, c'est une forme de jeu de ping-pong assez inédit entre le gouvernement et le Conseil d'État, puisqu'en gros, la plupart, la très, très grande majorité des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour répondre à la pandémie ont été des mesures de police administrative, dont beaucoup, hein, plusieurs centaines, hein, près de 800, je crois, ont été contestées en justice devant le Conseil d'État. Alors, je ne vais pas vous barber avec mes analyses des aspects problématiques du contrôle opéré par le Conseil d'État, mais disons que, y compris la presse généraliste, a rendu compte du fait qu'il n'y avait pas eu énormément de censure et qu'il y avait un certain nombre d'indices qui laissaient penser, pour des raisons qui par ailleurs s'expliquent hein, sur le plan institutionnel, organique, sociologique, qui laissaient penser qu'il y avait une forme de bienveillance du Conseil d'État vis-à-vis des décisions que le gouvernement a été amené à prendre face à la pandémie. Mais plutôt, le point sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est que je dis ping-pong entre le Conseil d'État et le gouvernement parce que, bizarrement, toutes les autres structures pertinentes ont disparu, ont été tenues totalement en lisière de la gestion par le gouvernement de la crise pandémique. On a quand même une situation, par exemple, où la population entière a été confinée, parfois à répétition, parce qu'il ne faut pas oublier que si en métropole, on n'a pas revécu de confinement aussi dur qu'en mars 2020, ce n'est pas tout à fait la même musique qui s'est jouée dans certains territoires ultramarins. Et face à cette restriction inédite, totale de liberté, le gouvernement n'a jamais jugé utile de consulter, d'associer, d'inviter à se prononcer, par exemple, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, fondée en 1947 par René Cassin, qui a 70 ans de légitimité, de perspective par rapport à cette question. Même chose un peu pour la défenseur des droits, autorité constitutionnelle, qui a dû s'émouvoir elle-même dans la presse à l'automne du fait de ne pas être d'aucune manière associée, consultée lorsque le gouvernement envisageait des nouvelles vagues ou des nouveaux dispositifs de restriction aux libertés. Et en réalité, on peut complètement élargir la focale, c'est-à-dire ce que je dis là, et qui est particulièrement emblématique par la tenue en lisière de ces deux institutions très importantes en matière de protection des droits et libertés, a été vrai en fait à toutes les échelles du gouvernement. C'est-à-dire que quand la crise survient à partir de janvier 2020, la France n'est pas dépourvue d'instances qui sont compétentes, dont la raison d'être est d'orienter, le cas échéant, le gouvernement face à une situation de crise pandémique. Je pense au Conseil de la santé publique, je pense à la Haute Autorité de santé, je pense aux institutions de veille sanitaire. Il y a une multitude, on pourrait en citer d'emblée 5 ou 6, d'instances qui, en tout ou partie, ont pour mission de mettre en place une politique de santé publique. Et qu'est-ce qu'on voit se produire au moment où le gouvernement prend la conscience de la gravité de la situation? Ces instances sont
toutes autant qu'elles sont mises de côté. Le président de la République nomme, dans un geste présidentiel d'une verticalité absolue, un conseil scientifique dont on nous a ensuite beaucoup rebattu les oreilles avant que le même président décide que finalement il convenait de ne plus suivre ses avis, voire même de ne plus les solliciter. Et donc, ce conseil scientifique donc, qui a été créé par, voilà, de manière totalement présidentialiste est devenu vraiment l'instance où étaient discutées, débattues les mesures. Alors, loin de moi l'idée de dire que ce conseil scientifique n'est pas légitime, ce n'est pas parce qu'il est nommé par le président de la République ou qu'il est nommé dans la précipitation qu'il n'est pas légitime. Mais cela étant, il est impossible, quelle que soit la qualité éminente des membres qui le composent, qu'ils travaillent de la même manière que des institutions qui sont ancrées, qui sont dotées, qui sont ancrées, qui ont des missions clairement établies, qui ont des règles de composition qui ont été élaborées et éprouvées par temps calme, etc. Donc, je crois que cette manière dont toute une série d'acteurs qui avaient vocation pleine et entière à être partie prenante à l'ensemble de la réponse gouvernementale à la pandémie, et notamment dans sa transversalité, c'est-à-dire encore une fois, pas seulement sur les questions de droits et libertés, cette mise à l'écart montre bien qu'en effet, on a vraiment un problème de disparition, de désarmement, de tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un contre-pouvoir. Et ça, c'est vraiment… Alors, Denis Salas disait que la Ve République est particulièrement mal arrimée de ce point de vue. Je crois que c'est vraiment considérablement aggravé en période d'état d'urgence de par cette logique de concentration dans les mains du pouvoir exécutif. Merci d'attirer notre attention, d'alerter. C'est votre jugement, votre analyse à partir à la fois d'un jeu de ping-pong dont on peut penser d'ailleurs que l'un des joueurs n'était peut-être pas forcément à la hauteur de ce que certains attendaient de lui. Et puis, plus que ça, on avait l'impression, vous nous donnez effectivement cette impression que les deux joueurs de ping-pong se préoccupaient assez peu d'autres acteurs qui étaient prévus par nos institutions ou qui étaient vivants dans notre société ou qui auraient pu l'être davantage. Ceci importait peu. Et puis, à côté de ceux qui disparaissent, on voit parfois des acteurs qui apparaissent. Et la question que vous nous posez, c'est finalement, mais comment apparaissent-ils? De quel droit? Quelle est leur légitimité? Quel est le mélange des genres? Voilà. Denis Salas, sans doute votre analyse sur un ou deux points. Là encore, pardonnez-moi de faire vite, mais c'est le propre de la confrontation et puis surtout de l'incitation à notre propre réflexion. À vous, Denis. Oui, c'est intéressant ce que vient de dire Stéphanie sur la question de l'urgence. Moi, j'ai été confronté dans mes fonctions de juge à cette frénésie de l'urgence qui s'empare littéralement des institutions et qui rend très difficile de résister. Parce que quand la peur, quand l'urgence, entre guillemets, entre dans les institutions, elle sidère complètement les acteurs et ne leur permet pas, en quelque sorte, de se mettre en opposition ou de faire valoir autre chose que leur propre capacité à survivre professionnellement, j'entends, dans l'urgence qui est décrétée toujours d'en haut, par un maître anonyme des horloges qui vient signifier que le temps ordinaire a disparu et que le temps de l'urgence doit advenir. Et donc, effectivement, le discours de l'un, comme disait Claude Lefort, le discours de l'un vient écraser complètement toute la délibération démocratique qui est jugée inefficace, inopérante. Et vous avez là à la fois une sorte de discours de la guerre qui réapparaît et derrière lui, une bureaucratie décisionniste qui vient s'emparer de nos vies. J'avais fait un papier dans une revue sur l'état de siège de Camus. Ce qui est très intéressant dans cette pièce, c'est que la peste dans la pièce de Camus, c'est le dictateur, précisément. Une sorte de confusion entre le fléau et le dictateur dans le nom de la peste. Et la peste est toujours flanquée, précisément, le dictateur flanqué d'une secrétaire, c'est-à-dire d'une bureaucratie décisionniste qui vient radier, c'est-à-dire détruire,
tous ceux qui osent s'opposer à la dictature. Je ferme la parenthèse. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est la question des mots du droit. Il faudrait faire une analyse peu précise de ce qu'il en advient, mais il y a un ensorcellement, comme dirait Wittgenstein, un ensorcellement des mots. Par exemple, Stéphanie évoquait tout à l'heure la loi SILT de sortie du terrorisme. Eh bien, on a remplacé le mot perquisition par le mot visite domiciliaire. Je trouve intéressant cette sémantique. Elle est de nature à nous faire avaler quelque part un discours neutralisé, bureaucratisé, softisé, si je peux dire, avec quelque chose qui, en quelque sorte, est la même chose, mais avec une enveloppe différente. De la même manière, j'ai un peu plus étudié la manière dont les ordonnances, si vous voulez, qui ont été prises par le gouvernement pendant l'état d'urgence, ont décidé, en quelque sorte, de prolonger automatiquement la détention provisoire des personnes détenues, automatiquement, ça veut dire sans audience et sans juge. Et là, on se pose quand même une question sur qu'est-ce que c'est que le droit? Qu'est-ce que c'est qu'un droit indérogeable? Qu'est-ce que c'est que la Déclaration des droits de l'homme? Je rappelle l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme. Nul ne peut être accusé ni détenu que selon les formes prévues par la loi. Eh bien, on a oublié complètement la question posée par notre ancienne, pourtant, Déclaration des droits de l'homme. On l'avait, sans même parler du bill d'habeas corpus, qui nous dit que tu dois montrer le corps du détenu avant de l'incarcérer. Eh bien, cette très longue histoire de la démocratie, anglaise, française et européenne en général, véhiculée par la Cour européenne des droits de l'homme, de nombreux arrêts, tout ça a totalement disparu de l'esprit de notre ministre de la Justice, de notre bureaucratie ministérielle, qui a, au fond, considéré qu'on pouvait comme ça, finalement, de plein droit, selon le texte juridique, le mot de droit, là, vous l'avez utilisé de manière assez contradictoire, on pourrait prolonger, en quelque sorte, les détentions de cette nature-là. Et puis, dernier exemple que je trouve intéressant parce qu'il fait le lien avec le terrorisme, la question des drones. Vous savez, ces drones, d'ailleurs, le mot lui-même, drone, est lui-même ambigu. Vous avez des drones de surveillance et des drones de neutralisation qu'on utilise sur les zones de guerre. Et au moment de la lutte contre le terrorisme, ils ont été massivement utilisés sur les zones de guerre, pas en territoire de paix. D'ailleurs, on a remarqué que le drone est la figure inversée de l'acte de terroriste. Le drone, c'est une arme sans corps, alors que le kamikaze, l'attentat suicide, c'est un corps avec une arme, ou son corps est une arme. Eh bien, donc, il y a une sorte de symétrie inversée entre les deux. Eh bien, ces drones, on les a utilisés très rapidement, le mois de mars 2020, pour surveiller et identifier la population et les manifestants, que j'ai moi-même expérimenté en me baladant dans les rues de Paris. Hein. Vous voyez, tous les drones surveillés, etc., avec une connexion directe avec les services de police. Donc, première extension des drones totalement inattendue pour surveiller, identifier les manifestants ou ceux qui tout simplement ne portaient pas de masque, comme on l'a vu dans certaines villes. Et puis donc extension des drones à la surveillance civile pour surveiller des populations entières et contrôler leur comportement. Donc grâce aux drones et à une acceptation passive, même si le Conseil d'État a émis quelques réserves, mais malgré tout, ils sont toujours très utilisés, eh bien, la rue devient un territoire
où le policier veut gagner la guerre de l'image, en quelque sorte, et affirmer la puissance de l'État. Il y aurait beaucoup d'autres exemples. Je vois que j'arrive au bout de mes 10 minutes, là. Mais il y aurait le contrôle d'identité, il y aurait les fouilles, il y aurait l'extension des fichiers, il y aurait le contrôle des groupements, tout ce que moi j'appelle, de manière un peu sommaire, le tournant préventif. C'est-à-dire que ce n'est plus à partir d'un acte qualifié comme infraction que l'on va poursuivre quelqu'un, c'est à partir de ce qu'il peut présenter comme dangerosité par son comportement, son attitude, la menace qu'il semble manifester par tel ou tel geste, eh bien, on va effectivement à ce moment-là le poursuivre ou tenter de le cibler par l'image du drone ou par, en quelque sorte, une arrestation préventive. Voilà quelques exemples, puisque c'est ce que vous souhaitiez. Oui, c'est ce que nous souhaitions justement pour que chacun de nous puisse, de son côté, avec sa propre intelligence, son analyse, se faire lui-même une idée. Et les alertes que vous lancez, Denis Salas, après celles que lançait Stéphanie Hennette-Vauchez, c'est cet oubli d'une part de notre histoire, qui est une part qui n'est pas ni neutre, ni je dirais, sans intérêt ou sans importance. Vous avez évoqué un moment de l'histoire qui se traduit à travers une déclaration qui m'est chère, qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et puis toutes ses conséquences. Je crois que c'est très, très important que ces alertes soient à la fois, montrent la gravité, en tout cas, de la question que vous posez, et que ce soit illustré à travers telle ou telle mesure qui pourrait peut-être nous paraître, quand elle est isolée, anodine, pourquoi pas, etc. Voilà les alertes que vous lancez. Alors, la dernière petite torture, moi, l'ancien président de l'ACAD, que je vais vous imposer, c'est en 5 minutes de nous dire, vous avez une recommandation, vous avez un conseil, vous avez une suggestion, vous avez une injonction, non pas pour le temps à venir, mais pour demain matin, de manière à ce que dans nos discussions, dans nos réflexions, dans nos exercices professionnels ou associatifs, dans notre bulletin de vote, nous puissions nous-mêmes peut-être avoir entendu ou commencer à entendre un certain nombre des alertes. Stéphanie, à vous, s'il vous plaît. Bien volontiers. Il me semble que la recommandation, la piste de réflexion qui me paraît la plus importante, on peut la formuler de manière douce en parlant d'un appel à la vigilance par rapport à ces dispositifs d'état d'urgence. On peut la formuler de manière plus abrupte en invitant chacun à faire une sorte de sommation à ce pouvoir qui nous gouverne donc depuis 5 ans de manière presque ininterrompue par le biais de mécanismes d'urgence, de s'en justifier, de nous expliquer ce qu'il fera face à la crise de demain, ou qui est déjà là. On nous parle d'état d'urgence climatique. Alors, est-ce qu'on va faire la même chose ? Est-ce que lorsque l'état d'urgence climatique, même si beaucoup d'experts nous disent qu'il est déjà là, lorsqu'il se concrétisera un peu de la manière dont la pandémie qui était là depuis plusieurs mois s'est concrétisée en mars 2020, est-ce que de la même manière, le gouvernement entend gouverner par le biais de l'état d'urgence ? Je pense que ça, c'est vraiment une question politique de premier plan. D'abord parce qu'il me semble que nous pouvons tous nous mettre d'accord sur le fait que les états d'urgence, ces mécanismes de concentration du pouvoir dans les mains du gouvernement et de restriction des libertés qui, comme le disait justement Denis Salas, trouvent leur origine dans les vieux modèles de l'état d'exception. La difficulté qui est la leur, c'est qu'aujourd'hui, ils sont mobilisés pour faire face à des menaces qui n'ont en fait rien d'exceptionnel, qui n'ont en fait rien de temporel ou de circonscrit, que ce soit dans la durée ou dans la géographie. Ce n'est pas du tout la même chose de
mobiliser l'état d'urgence face au terrorisme qui, malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, est devenu une menace permanente, face à la pandémie qui nous était annoncée depuis des années et dont la multiplication des zoonoses à venir nous promet qu'on en vivra probablement d'autres, face à la crise climatique, comme je le disais, etc. On voit bien que ces événements sont devenus des risques et des menaces qui sont structurels du monde contemporain. Et de ce point de vue, il y a une forme d'arnaque démocratique, si je peux le dire en ces termes, au fait de recourir à des mécanismes qui sont censés circonscrire et gérer de manière vraiment circonscrite à la fois dans le temps et dans l'espace une situation de crise bien spécifique. Et donc, je pense que c'est vraiment un mode de gouvernement qui est mal ajusté et qui, en réalité, ne fait qu'aggraver, comme on l'a dit, des mauvaises, enfin, de mettre la démocratie sur une mauvaise pente, de réduire la place des contre-pouvoirs, de favoriser un exercice vertical du pouvoir et d'ouvrir la voie à nombre de restrictions aux libertés dont on a parlé. Et la deuxième raison pour laquelle cette vigilance ou un peu plus me paraît véritablement nécessaire, c'est parce que, d'une certaine manière, moi, je rebondirais en l'aggravant d'une certaine manière volontiers sur la remarque que faisait aussi Denis sur l'ensorcellement des mots. Je crois en effet que cet ensorcellement des mots, en dépit du caractère poétique de la formule, doit vraiment nous alerter comme étant quelque chose d'extrêmement grave. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le brouillage entre la norme et l'exception. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe lorsque, depuis 5 ans, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, juge suprême nous disent, et véritablement, vous regarderez la presse, c'est tous les jours, que l'état d'urgence est constitutif de l'état de droit, que l'état d'urgence est l'ami des libertés, que l'état d'urgence n'est pas l'antonyme de l'état de droit, mais l'état d'urgence, c'est l'état de droit. Tout ça, c'est des formules que je cite de mémoire, qui ont été employées, encore une fois, par le président de la section du contentieux du Conseil d'État, par le Premier ministre, par le ministre de l'Intérieur, etc. Mais projetons-nous quelques décennies en arrière. Retournons par exemple dans les années 70, dans les années 80, au moment du triomphe du grand récit de l'état de droit. L'objet de l'état de droit, c'était quoi? C'était précisément de domestiquer l'exception, de la cantonner à son plus strict minimum, et tout le programme, par exemple, des gouvernements. Alors, en l'occurrence, j'ai l'exemple de Robert Badinter qui me vient à l'esprit quand il monte à la tribune pour supprimer la Cour de sûreté de l'État en 1982. Mais c'est complètement cette rhétorique de dire le droit commun. Denis Salas parlait de l'article 7 de la Déclaration de 1789, c'est le droit commun qui doit s'appliquer. Le moment où on commence à tout bout de champ, d'une certaine manière, c'est-à-dire de plus en plus et de plus en plus souvent, à dire là-dessus, on va déroger, ah oui, on déroge à un principe fondamental, par exemple, montrer le corps de la personne qu'on va incarcérer. En fait, la pente est très grave. Et cet ensorcellement des mots, encore une fois, il a un degré de gravité extrême parce que c'est le sens même de ce qu'on appelle la démocratie, le droit commun, la protection des libertés, nos principes fondamentaux qui est mis en cause. Et je terminerai seulement pour reboucler sur cette affaire des drones. Cette affaire des drones, elle est effectivement très intéressante. Comme l'a dit Denis, le Conseil d'État a tapé sur la main du gouvernement par 2 fois. Il lui a enjoint de cesser d'utiliser les drones, notamment pour la surveillance de la population dans les manifestations, parce qu'il n'y a pas de cadre légal. Un petit peu plus tard, le gouvernement a été informé du fait qu'une autre instance, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, s'apprêtait à prendre une sanction à l'encontre du ministère de l'Intérieur pour précisément continuer à utiliser les drones en dehors de tout cadre légal. Et on a quand même une lettre qui a été rendue publique du ministre de l'Intérieur qui écrit à la CNIL et qui lui dit la chose suivante, je cite la lettre parce qu'elle me paraît vraiment illustrer ce dont on essaye de parler. Le ministre de l'Intérieur dit « Il est indispensable qu'une éventuelle sanction, si vous deviez effectivement la prendre, ne soit pas assortie d'une injonction de cesser l'usage de drones selon les modalités actuelles, tant qu'un cadre légal adapté ne sera pas mis en œuvre. » Cadre légal adapté, parce qu'en fait, au moment où tout ça se passe, la loi sécurité globale dont vous avez entendu parler était en cours d'adoption au Parlement et un de ses objets, c'était précisément de donner un cadre légal à l'usage
des drones. Mais alors, on a ici tout de même des renversements spectaculaires. C'est-à-dire qu'on a un ministre de l'Intérieur qui s'adresse à une autorité indépendante, qui a pour mission, en l'occurrence, de surveiller la protection des libertés numériques, et qui lui dit, bon, alors si vraiment vous deviez nous sanctionner, il faut quand même que ça ne soit pas de nature à troubler les débats parlementaires, que ça ne soit pas rendu public et que ça ne soit surtout pas assorti d'une injonction, parce qu'en fait, moi, je vous dis, je suis le ministre de l'Intérieur et je vous dis, c'est aujourd'hui devenu indispensable. Et donc, on est dans une logique purement opérationnelle et on voit bien que tous les principes de la démocratie qui permettent la garantie des libertés sont ici balayés par des autorités qui ont été confortées par cette installation du paradigme de l'exception comme paradigme de gouvernement, dans la possibilité d'ensorceler les mots, de vider les mots de leur sens, jusqu'à, en réalité, vider de leur sens les garanties et les institutions qu'ils servent. Donc, je crois que ça me paraît effectivement très important. Nous avons déjà des éléments de programme, chers amis, non seulement pour notre réflexion, mais pour nos décisions. Denis Salas, peut-être quelques autres éléments de ce futur programme auquel il nous faut réfléchir et sur lequel il nous faudra agir. Oui, pour prolonger la réflexion de Stéphanie, moi je vois deux axes de réflexion. Le premier, c'est tous ces recours en responsabilité de l'État ou des décideurs publics, comme on dit, qui sont actuellement en cours. Alors, il est de bon ton chez certains publicistes, certains spécialistes du droit public, de dire oui, mais attention, le pénal, c'est dégradant, c'est pas adapté, il faut au contraire miser sur la responsabilité politique pour juger des politiques. Pourquoi pas, mais en l'occurrence, la responsabilité politique, on la cherche vainement dans la Ve République, notamment du côté du contrôle parlementaire, et il ne reste que la responsabilité pénale devant une cour de justice de la République. Et comme vous le savez, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a quand même actuellement plusieurs plaintes en cours devant la CJR, la Cour de justice de la République, et puis de très très nombreuses plaintes pour des choses très très différentes devant le procureur de la République, de Paris notamment, pour mise en danger d'autrui, incrimination qu'on va utiliser pour qualifier tel ou tel comportement de tel ou tel décideur. Alors, qu'est-ce que signifie, la question pour moi elle est plutôt là, ces recours. Je pense qu'il faut les prendre dans leur signification symbolique. Nous avons été infantilisés pendant plusieurs mois. Nous avons été contraints à une acceptabilité, à un très haut degré de sacrifice de nos libertés pendant des mois. Est-ce qu'il n'est pas normal que les citoyens demandent des comptes à l'État, aux décideurs, des raisons pour lesquelles ils ont accepté ces dérogations, ce qui n'est pas normal de le constater, ne serait-ce que de le constater, et également de faire le point de la part prise par des années de gestion néolibérale des hôpitaux et de la justice, mais enfin, je pense surtout en l'occurrence des hôpitaux, qui a mis au premier plan non pas les soignants, mais le management des soignants, et avec les conséquences que ça a pu avoir en termes d'équipement hospitalier. Est-ce que là aussi, il n'est pas normal que ceux qui ont pris ces responsabilités, ceux qui ont pris ces décisions, ne rendent pas des comptes aux citoyens? Donc je pense que ces recours nombreux, qui sont beaucoup stigmatisés, y compris dans la profession que j'exerce parmi mes collègues ou d'autres, eh bien, ils veulent inverser la responsabilité en n'étant plus, si vous voulez, le sujet du virus, le corps nu du virus, en quelque sorte, mais le sujet de droit, en quelque sorte, qui veut effectivement, le citoyen, qui veut être un plaideur, un citoyen qui veut faire valoir ses droits, et notamment le droit à l'information, à la vérité, tout simplement, qui est un droit fondamental dans toutes les périodes transitionnelles, précisément. Et on rejoint la question de François Nervem au début de notre discussion.
Et je crois que dans la période transitionnelle qui va s'ouvrir, et le droit à la vérité va être en quelque sorte exigé par cet ensemble de recours dans lequel la justice fait actuellement le tri, en sachant que j'ai quand même le souvenir du témoignage de Paul Ricoeur pendant l'affaire du sang contaminé, qui a été publié dans Le Juste, dans son ouvrage Le Juste, et il disait oui, c'est vrai, mais il y a une intrication des responsabilités et des mécanismes décisionnels qui rendent très difficile de faire la lumière là-dessus, d'autant plus que on demande aussi d'anticiper un événement futur à des décideurs qui n'ont pas forcément cette compétence face à un événement assez imprévisible. En tout cas, il faudrait être attentif et analyser au bon niveau ce type d'exigence de responsabilité que la démocratie va faire apparaître dans les mois qui viennent vis-à-vis des décideurs publics. Et le deuxième point, c'est un exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est la notion d'espace de parole démocratique. Et je pense que la justice en est un. Je vais vous donner un exemple. J'ai suivi le procès de Charlie Hebdo. Il se trouve qu'il y avait des accusés qui étaient touchés par le Covid et qui paralysaient, bloquaient complètement le procès, au tel point qu'on s'est demandé si le procès pouvait continuer. Et à ce moment-là, le ministre de la Justice a pris une ordonnance qui permettait de se passer de la présence des accusés à l'audience et de limiter leur participation à une visioconférence. Donc, ils restaient dans leur cellule et puis ils assistaient au débat à distance. Et c'était la solution managériale qui permettait à la justice, finalement, de trouver une porte de sortie et d'aller sereinement vers effectivement une issue, parce qu'on ne la voyait pas. Et là, il s'est passé quelque chose dont j'avais été témoin, c'est que le débat démocratique a été créé autour de cette affaire-là. Les avocats ont protesté, dans le procès et hors du procès, les juges se sont interrogés, les parties civiles ont rejoint le débat en s'interrogeant à leur tour, en participant des inquiétudes de leurs collègues. Il y a eu un assez long débat qui a duré une demi-journée sur ce qu'on allait faire de ce procès qui était complètement bloqué. Et on a décidé, mais alors vraiment une intelligence collective, d'attendre, de prendre le temps, justement, de l'épuisement de cette situation qui, si on est, avec le temps, a permis effectivement de considérer que les accusés étaient peu à peu débarrassés de leur contamination, que les experts ont pu le constater et que dans un troisième temps, ils ont pu comparaître et permettre que l'audience se termine dans de bonnes conditions. Et là, je trouve ça très intéressant parce que là où nous avions une solution toute faite, nous avons eu à la place de cette solution un débat contradictoire qui a permis, par son intelligence, par la participation de tous, de sortir de cette impasse. Donc c'est pour ça que je pense que il faut que nous misions sur ce type d'espace de parole. La justice en est un, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres forums démocratiques. Et puis surtout, permettre, mais ça m'entraînerait trop loin, de ménager des espaces d'interprétation de la loi. Évidemment, dans un système comme le nôtre, en France, où il n'y a ni pouvoir judiciaire, et on a vidé de toute sa substance l'article 66 de la Constitution qui donne au juge la fonction de garant des libertés individuelles, puisque, comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, il n'est absolument pas intervenu pendant cette période, alors que la Constitution lui donne précisément cette place, mais précisément, elle lui a retiré. Eh bien, il faut effectivement que ces espaces d'interprétation subsistent, parce que je crois que ce qui sépare effectivement une démocratie d'un régime autoritaire, c'est que nous puissions interroger la loi, l'interpréter, la contester. Dans une démocratie, c'est précisément la fonction même de la discussion
qui doit l'emporter sur la décision verticale. Merci Denis Salas, tout spécialement, je dirais, pour Confrontation, car ce que vous venez de recommander, c'est que Confrontation continue son travail, Par exemple. que face à des raccourcis de décisions managériales, le temps de l'intelligence collective soit encore possible. Encore faut-il qu'il y ait aussi ces espaces, qu'il y ait ces moments prévus. Et je pense que ce temps de la parole, ça n'est pas l'avocat honoraire que je suis qui va le contester. Voilà, pour des raisons très techniques, je vais me taire un petit instant, qui est le temps maintenant de vos questions, réactions, suggestions. Je préfère que notre ami François Arnonvijn pilote, je dirais techniquement, ce temps des questions, mais à l'une et à l'autre, à chacun de vous deux, chers amis, déjà un grand merci. François. Merci, oui, pour vos exposés brillants et très utiles, je pense, pour chacun d'entre nous. Avant de donner la parole à l'ensemble des participants, à qui je recommanderais de n'activer leur micro qu'au moment de poser leurs questions pour éviter les brouillages et le brouhaha. Mais dans ce temps d'attente où les questions se préparent, je voudrais vous reposer une question qui était en filigrane dans mon propos liminaire. C'est la question de la réversibilité de tout ça. Vous avez répondu en juriste, c'est ce qu'on vous demandait, en expert du droit, et c'est très clair. Mais je voudrais votre sentiment sur la capacité des pouvoirs, et en entrant dans le détail des forces de l'ordre, de se débarrasser des habitudes prises. La question du cadre juridique en est une, mais la question des usages par les autorités dans l'exercice du pouvoir en est une autre. Est-ce que vous avez des indices? Parce que ma réflexion naît, je connaissais bien Jacques Robert, et 10 ans après, membre du Conseil constitutionnel, ancien doyen d'Assas, etc., 10 ans après les attentats du 11 septembre, je l'avais interrogé sur les libertés publiques pour La Croix, mon journal. Eh bien, sa réponse m'avait glacé. C'est-à-dire, c'était un réquisitoire sur tout ce qui avait été maintenu à partir du Patriot Act, même si l'acte avait été affaibli ou amoindri, etc. Mais c'était terrible. Et aujourd'hui, vous allez dans un aéroport, vous sentez, même s'il n'y a plus de Patriot Act, tout le poids des habitudes prises sous le Patriot Act. Et ma question est la suivante, c'est la réversibilité des usages. La question du droit est importante, c'est le cadre, mais quand même reste la question sociétale des usages. Qui est-ce qui veut s'exprimer là-dessus? Et puis on prendra les questions après. Pardon. Vous avez raison. Oui, vous avez raison, François. D'autant qu'on nous dit beaucoup que nous devons vivre avec. Hein, le vivre avec est un terme très souvent utilisé, avec le terrorisme, avec la pandémie, longtemps. On nous ajoute souvent longtemps. Donc on nous inscrit dans un parcours long avec au fond le fléau, le danger. Et du coup, on perpétue les conditions d'acceptation sociale, oui, des mécanismes mis en place pendant l'état d'urgence, puisque nous devons vivre avec pendant longtemps ce qu'on nous dit pour le terrorisme, et ce qui est en quelque sorte en partie confirmé par les faits, même s'il évolue dans ses compositions et dans ses constructions. Donc à partir du moment où on nous dit qu'on nous tient ce discours-là, eh bien effectivement, il est très difficile de... Moi je pense que votre question, moi, au risque d'être pessimiste, je n'attends pas grand-chose des politiques de ce point de vue-là, parce que les politiques sont pris dans un jeu de miroir avec l'opinion publique. Et l'opinion publique est en permanence, en quelque sorte, comme un feu qui brûle, attisé par l'événement médiatique qui est chauffé par l'industrie médiatique en permanence, un chaudron médiatique. Et effectivement, les politiques se définissent par rapport à ça en permanence, et surtout en période préélectorale, comme on le voit
aujourd'hui avec la surenchère qu'il y a autour de la thématique sécuritaire, y compris pour les malades mentaux qui sont les plus dangereux parmi les dangereux, etc. etc. Donc on a là quelque chose d'essentiel. Par contre, du côté de la société civile, des associations, des mouvements, des cercles de réflexion comme le vôtre, mais comme d'autres, il y a là un espace quand même là qui peut faire résistance, comme j'évoquais tout à l'heure pour les avocats de la défense dans le procès de Charlie Hebdo, et qui peuvent effectivement là jouer ce rôle abandonné par l'appareil d'État de contre-pouvoir, pour les raisons qu'on a tous les deux évoquées tout à l'heure, mais qui se retrouvent en quelque sorte du côté de la presse, d'un côté, et puis du côté des associations, société civile, les manifestations, etc., qui peuvent effectivement là, alors peut-être pas changer les ethos professionnels, parce qu'ils sont très largement construits par des usages, mais en tout cas les contester, les mettre en discussion, introduire le renouvellement éventuel. Moi, j'avais participé à une certaine époque à la Commission constitutionnelle des droits de l'homme avec Pierre Truche pour tenter de travailler les ethos professionnels policiers. C'est très, très compliqué parce que c'est des jeux de rôle qui sont mis en place par les syndicats, par les politiques, etc. Donc, il y a un espace possible, mais il est à l'extérieur de l'appareil d'État et il peut, à mon avis, là, par ce biais-là, infléchir les conduites en les contestant, peut-être pas d'une manière brutale comme le film de Dufresne, Un pays qui se tient sage le fait, mais d'une manière un peu plus subtile quand même, afin de ne pas éviter les réactions, je dirais, immédiates, agressives, face à ce qui peut être perçu comme une agression de l'autre côté. Enfin bon, je pense qu'il y a un espace de parole qui est possible à ouvrir avec tous ceux qui portent ces normes d'urgence afin de les conduire vers un usage modéré, prudent. Ce n'est pas impossible de le faire, mais encore faut-il avoir des acteurs à tous les niveaux de la décision politique ou de la décision sociétale qui sont capables de le faire. Voilà, rapidement, quelques réflexions. Stéphanie Hennel-Vaucher, sur cette question. Oui, ben je serai assez brève parce que Denis Salas a dit beaucoup de choses, mais je crois effectivement comme lui qu'il n'y a pas grand-chose à espérer depuis l'intérieur de l'espace étatique. On sait depuis Montesquieu que toute autorité qui a du pouvoir est portée à en abuser. Votre question revenait à 2 reprises sur la question du comportement des forces de l'ordre. On voit bien que cette question est d'une saillance croissante depuis plusieurs années. Je travaille toujours beaucoup avec mes étudiants, l'excellent rapport de l'ACAT qui était paru il y a quelques années, L'ordre ou la force. On connaît les problèmes et on voit bien dans ce rapport l'importance à la fois des violences policières comme réalité qui se traduit dans un décompte des blessures, des décès et qui a, on le sait, un gros problème du point de vue de son traitement judiciaire parce que voilà, les obstacles procéduraux sont considérables, il y a une relative mansuétude, en tout cas, il y a pu y avoir une relative mansuétude de la justice par rapport à cette question-là, etc. On a les documents, on a, je cite le rapport de la CAT, il y en a d'autres, hein, mais on a les sources pour documenter tout ça. Et en fait, on se heurte à des instances de gouvernement qui, jouant un jeu de la polarisation de la société civile, disent que le fait même, on en revient toujours à cette perversion des mots, le fait même de parler de violence policière, c'est nécessairement, alors bon, j'ai un peu oublié les corrélations qui existent, mais enfin j'imagine qu'on est islamo-gauchiste, séparatiste, dangereux gauchiste, etc., etc. Alors que en réalité, c'est une réalité voilà, factuelle, chiffrée, documentée, y compris sur laquelle on a des travaux de sciences sociales d'une richesse extrême sur l'évolution des doctrines du maintien de l'ordre. Je pense aux travaux d'Olivier Kahn ou de Fabien Jobard et Olivier Filleul. Enfin, on a une richesse phénoménale de matériaux. Et en fait,
la chose importante, c'est de faire porter effectivement dans des institutions de la société civile qui se mettent en position de sommer les personnes en situation de responsabilité politique, de se justifier à la fois par rapport aux pratiques problématiques et par rapport aux anathèmes avec lesquels ils se contentent trop souvent de répondre aux interpellations. Et effectivement, c'est ce type de circuit de réinvention de formes de responsabilité politique qui, à mon avis, est véritablement la voie à creuser. Merci beaucoup. C'est quand même un appel à la vigilance associative, médiatique et citoyenne aussi. Et ça me paraît être une piste intéressante, encore une fois, pour équilibrer les déséquilibres que vous avez constatés. Maintenant, on a trop parlé, la parole est aux intervenants. Madame Leblanc avait une question. Oui, bonjour. Bon, voilà, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir et merci beaucoup d'avoir organisé ce débat. Merci à Guy et puis Denis, Stéphanie et François. Alors, moi, j'ai été très interpellée par ce que disait Denis. Je travaille sur la barbarie. Et Denis, tu as dit qu'effectivement, on a été très rapide à obéir aux injonctions et à perdre nos libertés. Et ça me fait bien sûr penser aux très célèbres travaux de Milgram, hein, comment on obéit et comment 80% d'une population donnée vont être capables de déclencher un acte criminel. Tu as parlé également de l'habeas corpus et ça m'a fait penser à la Magna Carta, bien sûr, hein, qui a été l'un des premiers textes constitutionnels en Europe. Et donc, je me dis, face à cette mise à pied, face à cette obéissance, est-ce que on n'a pas gagné en nous un modelage qui nous amènerait beaucoup plus facilement à accepter une tyrannie, enfin ce que Platon appelle une tyrannie, vous savez, dans la République de Platon, Platon n'aime pas la démocratie, hein, il appelle ça la licence, ça va dans tous les coins et puis ça va être suivi nécessairement de la tyrannie. Et donc, est-ce que cet épisode de Covid et puis tout ce que ça a impliqué ne nous prépare pas à accéder, à laisser le champ justement à une tyrannie à venir? Oui, question redoutable, Cathy. Ce que tu dis est vrai. J'ai expérimenté moi-même quand j'étais dans une autre institution, la manière dont l'arrivée d'un chef dans une structure, quelle qu'elle soit, peut changer très rapidement le comportement des subordonnés. D'ailleurs, un chef arrive dans une institution, quelle qu'elle soit, je ne généralise pas, peu importe, il a une volonté d'exercer un pouvoir, d'écarter certains, d'adouber d'autres, et très vite, le partage est fait. Qui va résister? Qui va se soumettre? En général, peu résistent. C'est-à-dire ce qui est, pour rejoindre ce que tu disais, et l'immense majorité se soumettent au chef, et celui qui résiste, eh bien, il a pas mal de difficultés pour dormir la nuit, pour évacuer les conflits, pour vivre en famille normalement, etc. Il doit subir tout cela pendant un temps déterminé. C'est une expérience que j'ai vécue, que d'autres ont vécue, dans le monde de la justice ou ailleurs, peu importe, mais qui est quand même, qui va un peu dans ton sens, qui montre que la soumission, pour ne pas avoir à affronter la part tragique du conflit, est une solution que beaucoup de gens choisissent pour éviter de souffrir tout simplement ou d'être marginalisés. Moi, j'ai vu quand même des collègues qui étaient exclus d'un collectif, exclus d'une mailing list, exclus de toutes sortes d'informations relatives à la vie d'une boîte, peu importe,
qui ont gravement déprimé, qui se sont effondrés psychiquement, etc. etc. Le stress, le travail, tout ça pour éviter de souffrir, mais en même temps, la souffrance est là et elle était très, très forte. Donc, je crois que l'obéissance, le modelage, la construction de la soumission, c'est quelque chose à laquelle nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre de notre vie, peut-être moins les universitaires que les autres, mais malgré tout, vous aussi. Ne serait-ce que si tu veux, les techniques de management, les techniques New Management que nous connaissons tous dans les hôpitaux, dans la justice, dans l'université, la résistance à ce type de structure de contraintes demande un investissement en termes affectifs, en termes cognitifs, en termes de temps, qui, à mon avis, ne peut pas se faire seul, mais ne peut se faire que par un travail d'équipe. Et là, je reconnais que dans le milieu qui est le mien, le syndicalisme est une ressource considérable pour faire face à ce type de contraintes. Donc voilà, moi je n'irai pas jusqu'à parler de barbarie, mais la soumission, l'obéissance contrainte, le courage qu'il faut pour malgré tout en sortir, ça demande effectivement là un travail particulièrement douloureux, difficile, mais à mon avis la seule issue pour échapper à cet étau qui peut complètement enfermer les libertés. Merci beaucoup. Stéphanie, sur cette question. Oui, peut-être 2 mots juste en forme de petits bémols ou de petits pas de côté par rapport à l'analogie entre, avec l'expérience de Milgram ou de manière plus générale entre obéissance, soumission, résistance, etc. Est-ce que l'obéissance que nous avons tous manifestée par rapport aux mesures qui nous étaient imposées par rapport sur le fondement de l'état d'urgence sanitaire était une soumission? Est-ce que c'était un abandon de la résistance? Je ne suis pas absolument certaine, ou tout dépend de ce qu'on appelle la résistance. C'est-à-dire, je suis certaine que si nous sortions d'une époque où pendant des mois et des mois, les cafetiers avaient résisté pique au poing contre la fermeture de leurs établissements, si les manifestations anti-masques ou les actes de rébellion en tout genre avaient été légion, je ne suis pas sûre que nous aurions souhaité dire c'est magnifique, c'est la résistance, parce qu'il y avait autre chose dans l'obéissance indubitable aux différentes mesures de confinement, couvre-feu, etc., qui a été la nôtre. Ça a été aussi une réponse par la solidarité, probablement, c'est une autre lecture en tout cas qu'on peut en proposer, une compréhension de ce que c'est qu'une épidémie, une pandémie, de ce que c'est que le concept de santé publique, c'est-à-dire que chaque comportement individuel a un impact sur la santé publique, c'est-à-dire cette santé comme bien commun. Et donc, voilà, c'est juste pour proposer ce petit pas de côté. C'est-à-dire, je ne suis pas sûre que l'obéissance à l'état d'urgence sanitaire puisse être lue exclusivement au prisme de la soumission. Et de la même manière, je ne suis pas sûre que c'est parce que nous n'avons pas eu de restaurateurs pique au point, de manifestations anti-masques en nombre, etc., qu'il n'y a pas eu de résistance. Je crois que tout ce qu'on vient de dire sur les espaces de discussion et sur les exigences politiques de questionnement que nous avons pour contraindre celles et ceux qui sont en situation d'exercice du pouvoir à des formes de reddition des comptes, y compris aux besoins des formes nouvelles, je pense que ça peut être lu comme une forme de résistance par rapport à ces restrictions aux libertés qu'on a acceptées. Merci beaucoup, Stéphanie. Bertrand Gadichon a une question, mais on en prendra d'autres. Bertrand. Oui, merci François. Merci à nos deux intervenants pour leur éclairage extrêmement pertinent. Moi, j'avais une réflexion à faire sur un grand acteur de cette crise que vous n'avez pas évoqué, qui est la presse. Et je dirais plus volontiers les industriels de l'information qui jouissent d'une proximité avec le pouvoir politique en place, les différents pouvoirs politiques en place, et qui ont accéléré l'entropie de ce cercle vicieux entre crédulité,
qui entraîne une grande incertitude et qui entraîne la demande très forte d'une précaution et donc qui justifie ainsi ce que vous aviez dénoncé sur la permanence de l'état d'urgence. Voilà, donc j'avais cette question autour de la presse et voilà, le terreau de crédulité qui veut que nous ne savons pas ce en quoi nous croyons et nous ne croyons pas en ce que nous savons, fait qu'il y a eu une aggravation systémique de cette crise. Merci. Qui répond, Denis? Oui, Denis sur la presse, je partage votre avis. Bon, on peut pas dire que la presse ait pleinement partagé le discours uniforme du gouvernement. Il y a eu tel ou tel organe de presse qui ont pu effectivement faire apparaître des dissonances dans ce paysage uniforme quand même. Mais je pense que d'une manière générale, la construction de l'opinion publique a été le fruit à la fois du discours politique et du relais que ce discours politique a eu dans la presse, hein, tout simplement. Et que de ce point de vue-là, même s'il y a eu des tribunes qui pouvaient faire dissonance par certains moments, globalement, l'industrie médiatique a participé très très largement, ne serait-ce qu'en donnant très largement la parole au monde médical, au monde de la prescription précisément, à bien des égards, avec lesquels le discours politique s'est complètement, à un moment donné, complètement confondu, a complètement scellé une alliance qui s'est avérée totalement fausse, puisque finalement les masques qui étaient un jour dénoncés ont été ensuite totalement mis au-dessus de tout, a faussé un peu, a gêné un peu la résistance qu'on aurait pu faire apparaître. Donc la presse pour moi a pour moi à la fois une fonction critique qu'elle doit exercer, mais cette fonction critique a été très largement atténuée par la puissance de l'adhésion collective et du discours politique en faveur de la conformité à l'état d'urgence. J'ajoute, pour rebondir à ce que disait tout à l'heure Stéphanie, que son raisonnement est valable effectivement pour un pays comme la France, qui a dans la soumission qui s'est manifestée une part de civisme, que je reconnais aussi pleinement, mais si on sort de nos frontières, si on va du côté de la Chine, du côté de la Corée du Nord, du côté du Vietnam, et bien là, effectivement, on trouve, ce que disait Cathy, une soumission totale, un état de puissance et une évacuation complète de l'état de droit et de la presse de cet état de droit dans la construction de la servitude volontaire. Donc voilà, moi je pense qu'il y a là un terrain, le terrain de la crédulité a été très largement aussi co-construit par la presse. Stéphanie Hellevaucher sur cette question. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur cette question. Je suis d'accord. Je pense que la presse, comme d'autres, comme tous ces autres espaces de critique potentielle, ne sortent pas indemnes de tous ces effets de concentration, d'unanimisme, du discours de l'exception. Mais voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Dominique Chivot, une question. Vous m'entendez là? Très bien. Alors, oui, cette épidémie, cette pandémie, on sait, elle a traversé toutes les frontières. Donc, vous évoquez la situation française, mais on sait bien que les restrictions de liberté publique ont été également très fortes dans un certain nombre de pays. Alors, ma question qui s'adresse à vous deux, je voulais savoir si l'on compare, par exemple, ce qui s'est passé en France par rapport à 3 pays très proches, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie. Dans vos critiques, Madame Ménette-Vauchet, vous avez mis en cause la présidentialisation excessive, les contre-pouvoirs qui sont étouffés. Monsieur Salas, vous avez mis aussi en cause tout ce qui s'est accumulé depuis le début de la Ve République en matière également de pouvoir très fort.
il se trouve que nos 3 voisins ont des régimes parlementaires. Donc là, vous mettez en cause naturellement le présidentialisme excessif, mais aussi la centralisation excessive en France. Est-ce que vous pensez que dans nos 3 voisins, les restrictions de liberté publique ont été gérées avec plus de finesse? Est-ce que le parlementarisme, mais aussi la décentralisation, je pense à l'Allemagne et à l'Italie, ont pu permettre de mieux gérer ces restrictions? Vous avez vu comme moi qu'en Allemagne et en Italie, les rapports entre Berlin et les Länder ou à Rome, entre Rome et les provinces, n'ont pas toujours été évidents. Donc c'est pour ça que je voulais vous poser ma question. Est-ce qu'il aurait mieux valu vivre dans un régime parlementaire que dans un régime présidentiel pour gérer ces restrictions au public? Alors moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une très bonne question sur la structure même du pouvoir politique. La Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie sont des pays, évidemment, totalement décentralisés par rapport aux nôtres. Et autant que j'ai pu l'examiner, mais je n'ai pas fait une étude très approfondie, les décisions majeures de privation des libertés ont été déclinées non seulement en fonction des États fédérés concernés, des Länder en Allemagne en l'occurrence, ou des régions en Espagne, dans une co-décision, dans un partage de la décision. Et je n'ai pas le souvenir d'avoir vu une mise en scène de l'action de l'exécutif aussi forte qu'en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Italie. Tous ont dû affronter l'indétermination de la situation et l'indécision, l'indécidable du politique, mais ils se sont, je crois, ménagés des ressources que nous n'avons pas en France, qui sont au contraire le partage de la décision et l'association du local et du national dans la réponse judicieuse à l'évolution très complexe de l'épidémie. J'ai plutôt même l'impression que chez nous, les pouvoirs locaux, les municipalités, ont fait de la surenchère par rapport à la posture de l'exécutif en termes sécuritaires. Je me souviens par exemple de l'usage des drones dont je parlais tout à l'heure dans certaines villes de France qui ont été pionnières en matière d'usage des drones dans la ville pour contrôler la population générale. Ce qui fait que le Conseil d'État a plus facilement stoppé ce type de dérive par la suite. Donc, c'est un parallèle intéressant sur lequel j'aimerais bien qu'on puisse continuer à réfléchir, mais je n'ai pas approfondi beaucoup les investigations. Bravo pour la question. Stéphanie Hennette-Vaucher. Oui, c'est vrai que c'est une question très intéressante et il n'y a pas de doute que dans les mois qui viennent, à mesure que les travaux comparatifs sur les réponses à la pandémie se développeront, on aura beaucoup de pistes intéressantes. Peut-être deux, trois éléments de réponse à cette question vraiment importante. D'abord, je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en janvier et en février 2020, en France, le débat public et politique faisait des corrélations entre le caractère autoritaire du régime chinois et les mesures qui étaient mises en place, mesures de confinement auxquelles l'Italie et puis la France, l'Angleterre derrière, etc., allaient se résoudre quelques mois plus tard. Et donc ça, c'est déjà du point de vue de l'association entre nos catégories fondamentales pour penser le politique, démocratie autoritaire, ont été mises à mal par la pandémie. Je pense que c'est un élément qu'il faut garder à l'esprit. Ensuite, effectivement, vous avez raison, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie sont des régimes parlementaires. Alors, je crois que tout régime parlementaire qu'ils sont, ils ne sont pas indemnes d'une tendance qu'on observe en réalité depuis plusieurs décennies à l'échelle du monde, qui est néanmoins une tendance à la concentration du pouvoir dans la branche exécutive. Alors bien sûr, pas sous la forme nécessairement présidentialiste, et pour cause, en Angleterre en tout cas, qu'on connaît en France. Mais je veux dire, néanmoins, c'est quand même l'exécutif qui est le centre de gravité du pouvoir. Et même si l'Italie, évidemment, présente une petite spécificité de ce point de vue, c'est aussi des régimes dans lesquels on rencontre, en tout ou partie, la panne de la responsabilité politique
que l'on a décrites comme étant, en faisant référence à l'exemple français. C'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile et très rare en réalité que le gouvernement soit effectivement renversé par le Parlement en Allemagne ou en Grande-Bretagne, en toute hypothèse. En revanche, c'est vrai qu'une des choses qu'il n'y a pas, c'est cette présidentialisation, mais qui chez nous, bien sûr, a des fondements institutionnels, mais qui en fait est aussi, et je crois que ça s'est ressorti de pas mal de nos échanges jusqu'à présent, est aussi une sorte de culture qui accommode la personnalisation du pouvoir en réalité. Ce n'est pas que des facteurs institutionnels. Et sur un autre aspect, et j'en terminerai là de votre question, je pense qu'en revanche, ce qui a effectivement joué un rôle déterminant dans des différences d'approche des différents gouvernements face à la pandémie, c'est plutôt effectivement la structure, le rapport entre échelon national et échelon local de pouvoir. Ça, je crois que c'est un critère beaucoup plus fort en réalité que démocratie, autoritarisme ou régime présidentiel, régime parlementaire. Effectivement, on a vu des formes de négociation sur lesquelles il n'était pas possible de transiger dans ces trois pays-là, avec les autorités locales. Et effectivement, comme le disait Denis Salas, c'est tout à fait frappant de voir qu'en France, on a connu l'exact phénomène inverse. Moi, j'avais fait un travail avec mes étudiants l'année dernière où on avait recensé l'intégralité des arrêtés préfectoraux qui avaient été pris en mars et avril 2020 et qui, par hypothèse, arrêtés préfectoraux qui étaient tout à fait baroques. On avait des arrêtés d'interdiction du crachat, des arrêtés d'interdiction de la position statique. On a vraiment tout imaginé. Puis, on a interdit l'accès aux plages, aux rivières, aux lacs, aux montagnes, aux sentiers de randonnée, etc. Ce qui, par hypothèse, était un peu inutile, puisque de toute façon, la population était confinée. Donc, on n'avait pas le droit de sortir de chez soi. Donc, a fortiori, on n'avait pas le droit d'aller sur les sentiers de randonnée. Et donc, on a eu, au contraire, effectivement, une participation des autorités locales et notamment en fait des représentants locaux du gouvernement, les préfets. C'était vraiment la course à l'échalote de la mesure qui allait renforcer encore les mesures nationales. Donc effectivement, je pense que ce point d'observation de la réaction des autorités locales, des modes de négociation, de discussion avec l'autorité centrale, c'est vraiment le bon point d'observation pour observer les différentes approches de la gestion de crise. Et si je peux ajouter quelque chose, il faudra repérer aussi la parole politique. J'avais été frappé de voir qu'au moment où Emmanuel Macron parlait, disait « nous sommes en guerre », au même moment pratiquement, le président allemand Steinmeier disait « non, non, nous sommes en face d'un test d'humanité ». Et j'ai trouvé cette phrase très, du coup, forte, éclairante, stimulante, qui permettait effectivement de nous dire bon, la biologie, la vie nue, c'est une chose, mais ça ne se résume pas effectivement à la vie au sens d'une valeur. Et donc une réflexion sur la vie bonne doit aussi transcender une réflexion sur la vie nue. Et ça me paraissait quand même très, très intéressant. Et j'ajoute aussi que ces pays-là, contrairement à nous, ont des contre-pouvoirs réels. La Cour constitutionnelle allemande le pouvoir judiciaire allemand a quand même pu dire son mot beaucoup plus que notre Conseil constitutionnel qui a été extrêmement discret pendant cette période. Merci Denis Salas. D'autres questions? Qui est-ce qui souhaite intervenir? Bah écoute, Guy, tu veux dire un mot? Alors, ce n'est pas une question, c'est peut-être simplement reprendre quelques-uns, non pas des mots, mais je dirais quelques-unes des dynamiques, quelques-uns des élans que cette confrontation de ce soir a pu provoquer. Peut-être que la première remarque que je ferai, c'est nous avons été quand même très critiques par rapport à beaucoup de personnes, par rapport à beaucoup de groupes, par rapport à beaucoup d'institutions. Et j'aimerais commencer ces toutes petites remarques, non pas conclusives, mais simplement d'envoi dans la réflexion, par le « et nous » finalement. Et nous, et nos propres peurs.
et nos propres demandes, notre propre acceptation, notre crédulité, nos silences, notre soumission. Je pense que c'est important que ça fasse également partie du contexte et que dans cette interpellation personnelle, qu'on puisse la confronter à ce qui vient d'être rappelé au cœur, je notais au cœur de ce test d'humanité que représente ce temps d'incertitude. Je trouve que là, il ne faut pas oublier aussi nos propres conduites qui n'ont pas forcément été toutes à la hauteur de ce que nous aurions espéré nous-mêmes, tout en gardant, et nous l'avons fait largement ce soir, capacité critique à l'égard d'institutions, de systèmes, de responsables, etc. Le deuxième point, et ça renvoie encore à ce et nous, et nous, et nous, il nous a été beaucoup rappelé, je crois que c'était le but, un des buts de notre rencontre, un appel à la lucidité. Parce que quand on est dans le trou, quand on est en guerre, quand on est dans les bouleversements, c'est très difficile la lucidité, chers amis. C'est très difficile la lucidité. Et je retiens simplement quelques-uns des mots que nos intervenants ou ceux qui et celles qui ont posé des questions me suggèrent. C'est le mot brouillage. C'est difficile de faire la clarté dans des situations de brouillage, qu'elles soient institutionnelles, qu'elles soient convictionnelles. Lucidité par rapport à cette affirmation qui nous était rappelée à partir de Camus, c'est que la peste, c'est la dictature. Et je pense que dans nos analyses, c'est une lucidité. Peut-être lucidité aussi parce qu'on a vu, on a laissé faire, ou on laisse faire, ou on pourrait laisser faire, laisser disparaître des acteurs, qui sont des acteurs, je dirais, institutionnels, que nous avons déjà créés, qui existent, mais que peut-être nous avons gentiment laissé être mis sur la touche. Lucidité de ce contexte, et là ça a été répété par chacun de vous, intervenants, l'ensorcellement des mots, le brouillage des mots. Et ça me rappelle, dans le combat contre la torture, combien le brouillage des mots est déterminant pour notre propre acceptation de pratiques que normalement nous ne devrions pas, nous ne pourrions pas accepter. Et puis quand même, une des questions était posée, est-ce qu'on a oublié la Déclaration des droits de l'homme? Alors à quoi est-ce qu'elle peut servir? Dans cette lucidité, je pense que nous sommes appelés à ne pas la ranger dans le musée des beaux moments de l'histoire auxquels quelques militants continuent de croire encore. Et puis, ça nous a été dit, et ça c'est très important, l'histoire. Est-ce que nous n'avons pas oublié dans ce temps de brouillage, de difficultés, des moments de l'histoire de la démocratie, des moments où cette démocratie a pris naissance? Ça, c'est très important de nous rappeler que notre histoire en est chargée. Voilà, donc ce et nous, c'était surtout nos interrogations personnelles, c'était notre lucidité, et puis bien sûr, vous nous avez rappelé l'une et l'autre notre responsabilité de citoyen, et j'aime bien la placer, cette responsabilité entre à la fois ce que vous nous avez dit, nous sommes invités à vivre avec la pandémie, avec la peur, avec le risque de l'autre, etc. Et en même temps à prendre notre place dans les espaces possibles. Moi, je suis de ceux et celles, et confrontation fait partie de ceux et celles qui croient qu'il y a des espaces possibles et que c'est parfois une invitation à les rendre possibles. Donc comment? Peut-être, vous nous le rappeliez, Stéphanie, en domestiquant l'exception. Non pas en la refusant, mais en la domestiquant au cœur de la banalité de notre vie politique, de notre vie sociale. Donc, non pas fermer les yeux dans une espèce de rêve puriste, mais j'aime bien ce mot de domestication de l'exception. Et puis, responsabilité de citoyen, ça nous a été redit à travers peut-être la priorité que nous accordons à l'intelligence collective face au blocage que provoque le recours, à mes yeux excessif, au processus managérial dans les prises de décision. Je trouve que
sans opposer, mais en mettre en tension cette capacité d'intelligence collective et le débat qu'elle suppose, et puis le processus si banal finalement, qui paraît si évident, peut-être si efficace, le recours au processus managérial. Toujours dans notre responsabilité de citoyen, n'ayez pas peur, j'en ai bientôt terminé, c'est de nous redire que les contre-pouvoirs, ce n'est pas simplement des petites personnes, des petits groupes, alors quand c'est en plus des associations, c'est vraiment des petites choses. Je critique toujours les amis militants que je rencontre dans le monde associatif qui me disent toujours « Oh, mais tu sais, Guy, moi je ne fais que des petites choses ». Non, on ne fait pas des petites choses lorsqu'on exerce un contre-pouvoir au sens créatif, d'une vie sociale autrement possible. Et ça, je crois que c'est une chose très importante. Et puis, bien sûr, dans notre responsabilité citoyenne, j'aimerais que l'on puisse retrouver, et vous nous l'avez dit à plusieurs moments, retrouver le temps de la célébration de la solidarité. Non pas simplement celle où nous avons aux fenêtres ou au balcon encouragé, et il fallait le faire, mais la solidarité aussi à travers ses dimensions politiques. L'histoire de France a connu aussi ces moments où une revitalisation, un redressement était inspiré par cette célébration de la solidarité. Voilà, chers amis, et nous, nos limites, notre responsabilité de citoyen, et puis peut-être aussi une lucidité, une certaine intelligence. Je continue d'y croire et en tout cas, vous m'avez aidé à y croire encore davantage. Merci à vous. François, à toi. Merci Guy pour ces mots, cet envoi de fin de séance. Merci à Stéphanie Annette-Vaucher, merci à Denis Salas d'avoir consacré du temps à cet échange avec les membres de Confrontation et les sympathisants de Confrontation. Je ne vais pas redire tout ce que vous avez dit. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyés à notre compagnie et que ces échanges auront semé des petites graines pour avancer et installer la vigilance nécessaire après la séquence sanitaire et les séquences terroristes que nous avons vécues ces dernières années. Merci à tous. Il me reste à vous rappeler les prochains rendez-vous, le 16 juin, protestants et catholiques face au Covid, avec Jean-Louis Schlegel, comme je vous le disais tout à l'heure, et Anne-Laure Danet, qui est pasteur, responsable des relations avec les églises chrétiennes au sein de la Fédération protestante de France. Les modérateurs seront Dominique Chivot et Jean-Pierre Rosa. Bonne soirée à vous tous, merci d'avoir été là. On m'a dit aussi de m'adresser aux sympathisants et de leur faire une proposition d'adhérer à Confrontation pour soutenir cet effort de débat et d'animation du débat public que nous faisons à Confrontation. Donc, adhérez, rejoignez-nous. Voilà. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup de votre accueil. À bientôt. Au revoir. Au revoir.